Pia, ce livre, il m'a laissé complètement vidé. Je crois sincèrement que je n'ai jamais ressenti un tel sentiment d'oppression, un tel poids en tournant des pages. On parle bien sûr de 1984, de George Orwell. C'est une exploration terrifiante de la psychologie humaine, de ce qui arrive en fait à un esprit quand on essaye de lui voler sa propre réalité. Le mot qui me vient, c'est trouillant. Implacable. On suit un homme, Winston Smith. Et il n'y a aucune mise en place. On est tout de suite plongé avec lui dans ce Londres gris, délabré, où chaque recoin, chaque ombre semble vous épier. C'est ça qui est dingue. C'est un homme dont le travail est d'effacer la vérité, chaque jour, mais qui est secrètement obsédé par la recherche de cette même vérité. Un faussaire qui se bat pour se souvenir. C'est une idée complètement folle, n'est-ce pas? Et il vit dans un monde où une simple pensée, une expression non contrôlée sur un visage, est un crime. Un crime qui peut vous coûter la vie. D'accord, alors pour bien comprendre l'angoisse du personnage, il faut qu'on plante le décor. On est en Océania. C'est un super état totalitaire. L'ambiance est poisseuse. Oui, c'est ça. Tout est gris, tout est en ruine, la nourriture est infecte, ça sent le chou bouilli partout, on sent la misère, le délabrement à chaque ligne. Et ce délabrement physique, c'est vraiment le miroir de la structure sociale. C'est une pyramide, très rigide. Mhm. Tout en haut, il y a cette figure qu'on ne voit jamais vraiment, Big Brother. Son visage est partout, sur des affiches, et il vous fixe. Ah, oui, le fameux Big Brother vous regarde. Exactement. Juste en dessous, il y a une élite minuscule, le parti intérieur. Eux vivent dans un luxe relatif. Et puis, il y a les fonctionnaires du parti extérieur, comme Winston, et tout en bas, 85% de la population, les prolétaires, que le parti considère presque comme des animaux. On les laisse vivre dans la misère. Mais la question que je me suis posée, c'est comment un système aussi visiblement défaillant peut tenir? Les gens ne voient pas que tout s'écroule? C'est là toute la perversité du système. Il ne tient pas par la prospérité, mais par un contrôle psychologique absolu. L'outil principal, c'est le télécran. Le télécran. Imagine un écran dans chaque pièce. Il déverse un flot de propagande non-stop, 24 heures sur 24. Mais en même temps, il t'observe. Et il t'écoute, en permanence. Il n'y a pas d'interrupteur? Aucun. Le seul moment où tu es seul, c'est dans le noir complet. Et encore, même là, tu n'es pas vraiment en sécurité. Parce que le vrai danger, ce n'est pas tant ce que tu fais. C'est ce que tu penses. Voilà. C'est le concept du crime pensé. La police de la pensée ne t'arrête pas pour un acte, mais pour une lueur de doute dans tes yeux. Ou un murmure dans ton sommeil. C'est terrifiant. Et le système est tellement tordu qu'il retourne la famille contre elle-même. Les enfants sont enrôlés dans les espions juniors. On leur apprend à dénoncer leurs propres parents au moindre signe d'une pensée non orthodoxe. L'amour familial est donc remplacé par la dévotion au parti. C'est ça. C'est dans cette ambiance, donc, que Winston va travailler chaque matin. Et son lieu de travail est peut-être la chose la plus folle de cet univers. Il travaille au ministère de la Vérité. Ce qui est, bien sûr, un nom totalement ironique. En novlangue, la langue officielle du régime, on appelle ça le miniver. Et c'est l'illustration parfaite de la double pensée. La double pensée. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est la capacité à garder en même temps dans son esprit deux idées qui se contredisent, et à les accepter toutes les deux. C'est une vraie gymnastique mentale. D'accord. Le ministère de la Vérité, il fabrique des mensonges. Le ministère de la Paix gère une guerre qui ne s'arrête jamais. Le ministère de l'Abondance organise les pénuries. Et le pire, le ministère de l'Amour. C'est le centre de torture du régime. Savoir que guerre c'est la paix et liberté c'est l'esclavage, ce ne sont pas que des slogans. C'est une réalité mentale. C'est ça, la double pensée. Et le travail de Winston, c'est justement de rendre cette double pensée possible au quotidien. Précisément. Son boulot, c'est de recevoir des ordres pour modifier toutes les archives. Un article de journal, une photo, un discours, tout. Si Big Brother a prédit quelque chose qui n'est pas arrivé, Winston ne corrige pas l'erreur. Il réécrit l'archive pour que la prédiction ait toujours été juste. Attends, c'est génialement pervers. Il ne s'agit pas juste de mentir. Il s'agit de détruire le concept même de vérité. Si le parti peut contrôler le passé, alors il contrôle le présent et donc l'avenir. C'est le cœur du système. Le but ultime, ce n'est pas seulement de te faire obéir, mais de te faire croire. Et pour ça, il faut anéantir la mémoire. Et c'est là qu'intervient la novlangue, cette nouvelle langue. Exactement. Le but du dictionnaire de novlangue est de réduire le vocabulaire.
Chaque année, il y a moins de mots. Car si tu n'as pas les mots pour exprimer la rébellion, la liberté ou même le doute, comment peux-tu former cette pensée? Tu ne peux pas commettre de crime pensé s'il n'y a plus de mots pour le penser. Voilà. C'est vertigineux. Mais alors, ça soulève une question. Si la langue elle-même est une prison, comment Winston peut-il même penser à se rebeller? Parce qu'il se souvient. C'est ça son crime et sa malédiction. Il a des bribes de souvenirs d'avant la Révolution, d'un temps où les choses étaient différentes. Cette mémoire interne incontrôlable le ronge, et c'est ce qu'il pousse à un acte de folie pure. Il achète un journal intime. Au marché noir, oui. Il trouve un petit renfoncement dans son appartement, le seul angle mort où le télécran ne peut pas le voir, et il commence à écrire « À bas Big Brother ». Rien que de former ces mots sur le papier, c'est un crime passible de mort. C'est un acte de rébellion purement solitaire, presque intellectuel. Mais pour que ça devienne réel, il lui faut un contact humain, il lui faut un complice. Et c'est là qu'intervient Julia. Ah, Julia. Au début, elle représente tout ce que Winston déteste. C'est une jeune femme qui travaille dans le même ministère. Et elle joue parfaitement le rôle de la fidèle du parti. Elle est très active à la Ligue anti-sexe des juniors. Elle a l'air fanatique. Winston est persuadé que c'est une espionne. Il la hait. Mais il la désire aussi, secrètement. Et ça le terrifie. Oui. Et puis un jour, c'est le retournement de situation. Dans un couloir, elle trébuche. En l'aidant à se relever, elle lui glisse un minuscule morceau de papier dans la main. Et là, il est pétrifié. Il est sûr que c'est un message de la police de la pensée, que c'est la fin. Il met des heures avant d'oser l'ouvrir, seul aux toilettes. Et sur le papier, il y a juste 3 mots. Je vous aime. Et ça fait tout voler en éclats. Commence alors leur liaison clandestine. Et il faut bien comprendre que c'est un acte politique, hein. Ah oui, complètement. Dans ce monde, l'instinct sexuel est l'ennemi. Le parti veut que toute l'énergie, toute la passion soit canalisée vers Big Brother. L'amour, le désir, le simple plaisir d'être avec quelqu'un d'autre, pour soi-même, c'est une trahison. Leur relation devient donc l'acte de rébellion ultime. Ils se retrouvent en cachette, dans la nature d'abord. Puis ils trouvent un endroit qui semble être un miracle, une petite chambre miteuse au-dessus de la boutique d'un vieil antiquaire. Un endroit sans télécrin. Et cette chambre devient leur sanctuaire, le seul endroit au monde où ils peuvent être eux-mêmes, où ils peuvent être humains. Ils font l'amour, ils boivent du vrai café, ils se parlent. Mais ce bonheur est terriblement précaire. Et au fond d'eux, ils le savent très bien. Justement, cette rébellion intime ne leur suffit plus. Ils veulent comprendre le système qu'ils combattent. Ils veulent passer à l'étape supérieure. Oui, ils rêvent de rejoindre la Fraternité. C'est une organisation de résistance souterraine, presque mythique, qui serait dirigée par un certain Emmanuel Goldstein. Goldstein, c'est l'ennemi public numéro 1. Le traître originel. Son visage est projeté tous les jours sur les écrans pendant les 2 minutes de la haine. C'est un rituel obligatoire, oui. Toute la population doit se lever et hurler des insultes à son image, dans une sorte d'hystérie collective contrôlée. Et Winston, lui, est persuadé qu'il a trouvé un contact, un homme du nom d'O'Brien. C'est un membre du parti intérieur, quelqu'un de puissant, d'intelligent. Et tout est parti d'un simple échange de regards. Quelques secondes pendant ces 2 minutes de la haine. Un doute infime dans les yeux d'O'Brien. Et pour Winston, c'est une certitude. O'Brien est comme lui. Il fait partie de la résistance. C'est un espoir immense, mais c'est aussi un pari incroyablement dangereux. Poussés par ce sentiment, Winston et Julia finissent par approcher O'Brien. Et là, c'est la confirmation de tous leurs espoirs. O'Brien leur avoue faire partie de la fraternité. Il teste leur engagement. Il leur pose des questions terribles. Sont-ils prêts à tuer, À trahir. à jeter de l'acide au visage d'un enfant pour la cause? Ils répondent oui à tout. Et le plus important, il leur donne accès au livre. Le fameux manifeste de Goldstein, l'ouvrage interdit qui explique prétendument toute la mécanique du pouvoir. Pour Winston, c'est le Graal. Ils se réfugient dans leur chambre secrète et ils le dévorent. Et ce qu'ils lisent, c'est la théorie derrière leur cauchemar. Le livre explique pourquoi la guerre est perpétuelle. Son but n'est pas d'être gagné, mais de continuer indéfiniment. Pour consommer les surplus de production et garder les gens dans un état de peur et de haine constant. C'est ça. Si tout le monde était riche et en sécurité, les gens commenceraient à réfléchir et le pouvoir de l'élite s'effondrerait. Donc, la misère n'est pas un bug du système, c'est sa principale fonctionnalité. Exactement. Le livre explique aussi le vrai but du parti. Ce n'est pas le bien-être, ni la richesse, ni le bonheur. Le but, c'est le pouvoir. Pas comme un moyen, mais comme une fin en soi. Un pouvoir absolu, total.
sur le corps et surtout sur l'esprit. Alors, en lisant ça, ils ont enfin les clés. Ils comprennent le comment, le pourquoi. Intellectuellement, ils ont l'impression d'avoir gagné. Ils ne se sentent plus seuls. Ils sont là, dans leur chambre, leur sanctuaire. Ils viennent de lire les secrets les plus profonds du régime. Ils se sentent enfin en sécurité, maîtres de leur propre esprit. Mais dans ce monde, la sécurité est une illusion. Et c'est à ce moment-là qu'une voix froide, métallique, sans émotion, retentit dans la pièce. Une voix qui semble venir de nulle part, de derrière un vieux tableau accroché au mur. Et la voix dit « Vous êtes les morts ». Et ce n'est pas la fin de leur histoire, c'est le début de leur véritable descente aux enfers. Ce qui les attend au ministère de l'amour, dans la terrifiante salle 101, ça dépasse l'imagination. Pour découvrir jusqu'où un système peut aller pour briser un esprit humain, il n'y a qu'une seule solution. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.